Bonjour à tous. On vous laisse arriver doucement sur ce nouveau live. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Il y a les fidèles. Bonjour Nathalie. Super. Ah bah, ça arrive bien. Aujourd'hui, vous êtes 120 inscrits, je crois, un peu plus. Donc voilà, vous êtes déjà pas mal de connectés, c'est super. Eh bien, bienvenue à tous dans ce nouvel atelier de Trajectoire Tourisme. Donc, c'est un atelier qui s'inscrit dans notre série intitulée L'art de minimiser le travail inutile. Derrière ce titre un peu accrocheur, l'objectif, c'est de vous donner des méthodes concrètes pour vous aider à réduire un peu les tâches qui vous font perdre du temps et des méthodes aussi pour être plus efficace au quotidien dans vos missions professionnelles. Alors, pour ceux qui découvrent ce nouveau format, eh bien, les ateliers, c'est 45 minutes et pas plus. Donc, on a lancé il y a 2 semaines le premier atelier sur les réunions sans ordre du jour. Et donc, aujourd'hui, on est sur la thématique de développer son agilité. Ah, développer son agilité avec la rétrospective. Donc, tous ces ateliers sont enregistrés, sont disponibles en replay. Donc, pour ceux qui ont loupé le premier atelier, pas de panique, vous avez tous les replays qui sont disponibles sur le site de Trajectoire Tourisme. Je vous mettrai le lien dans le chat à la fin, il n'y a pas de problème. Donc, ces ateliers sont animés par moi, Samantha Ambrosioni de Trajectoire Tourisme, qui est l'organisme de formation pour les professionnels du tourisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Jeanne de Kerdrel, Jeanne qui est formatrice et facilitatrice sur toutes les questions de la coopération de l'agence Semaoui. Bonjour Jeanne. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Un petit mot sur Semaoui pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est donc une SCOP, une société coopérative située à Grenoble, et cette année on fête nos 12 ans. Notre métier, c'est l'accompagnement d'équipes, et notamment on aide des équipes à mieux travailler ensemble au quotidien. On intervient principalement sur des questions de gestion de projet, donc comment est-ce qu'on peut faciliter la communication, le passage d'informations et l'organisation autour d'un projet dans une équipe. Et puis, on intervient sur des questions de gouvernance au sein des organisations. Donc, quels sont les rôles dont on a besoin pour travailler? Comment est-ce qu'on peut prendre des décisions de manière collective? Voilà, c'est les sujets qu'on aborde principalement au sein de Semaoui. Super, merci Jeanne. Et juste avant de commencer dans l'atelier, je vous fais un petit point technique sur l'outil Livestorm que vous avez utilisé donc pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va vous faire beaucoup travailler, donc toutes vos idées, vos remarques, n'hésitez pas à les compiler sur l'onglet chat. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions dans l'onglet questions, et si vous voyez les questions qui vous intéressent, n'hésitez pas à les liker, ça nous permettra de trier plus facilement les problématiques les plus communes. Et puis vous aurez bien sûr des sondages qui vont arriver très très vite dans ce live, donc ce sera l'onglet sondage. Et avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton de la cloche pour désactiver le son des notifications. Et si vous rencontrez des problèmes de son ou de visio, eh bien, vous vous reconnectez avec le lien que vous avez reçu par mail et vous utilisez de préférence le navigateur Chrome. Voilà. Il me semble que j'ai tout dit, donc on peut commencer ce deuxième atelier sur la rétrospective. Alors, depuis un moment, on entend parler d'agilité. On nous dit qu'il faut, en tant qu'individu, être agile, en tant qu'organisation, faire preuve de plus en plus d'agilité. Et la rétrospective est une méthode agile. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'on entend derrière ce terme agilité et surtout derrière la rétrospective?
Alors, comme tu l'as dit, en effet, la rétrospective est une méthode qui est issue de ce qu'on appelle les pratiques agiles. Ça me permet de refaire peut-être une clarification sur, en effet, l'idée d'être agile dans son travail, c'est l'idée de pouvoir s'adapter rapidement. Et puis l'agilité en tant que philosophie de travail, qui est une philosophie qui repose sur un manifeste rédigé dans les années 2000. Si vous tapez manifeste agile sur Internet, vous verrez des principes et des valeurs qui définissent ce qu'est la philosophie agile dans le travail. De cette philosophie, les créateurs du manifeste ont décliné une boîte à outils absolument merveilleuse avec des centaines de méthodes différentes qui viennent soutenir l'adaptation dans le travail, l'agilité dans le travail. Et donc, parmi cette multitude d'outils, moi, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui de la rétrospective. Et c'est un sujet qui m'intéresse et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que c'est pour moi une des méthodes principales pour permettre de l'adaptation dans un contexte incertain et une amélioration continue des projets. Voilà, donc une méthode de contexte. Alors, premier sondage pour ce live. Samantha, je te laisse la main sur le sondage peut-être. Oui, c'est ça. Donc, si vous avez bien suivi mes consignes, vous allez directement dans l'onglet sondage et on commence par une question très générale. Vous en êtes où dans la rétrospective? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu parler ou est-ce que vous avez brièvement entendu parler ou encore mieux, vous l'avez déjà expérimenté au quotidien? Donc, on vous laisse répondre dans l'onglet sondage. Hop. Et là, on est sur 60% qui n'ont jamais entendu parler de la rétrospective. Très bien, bah, merci. Ça me permet de savoir quelles infos vous passez et de mieux cibler mon propos. Alors, la rétrospective, donc concrètement, c'est une méthode de réunion qui permet principalement de débriefer en équipe. Ça peut être une équipe dans une organisation ou une équipe projet. Comme je vous le disais, le but, c'est d'être dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, c'est une réunion qu'on va faire plusieurs fois dans un même projet. Je vous décris rapidement les 5 phases. Le contenu principal de mon propos viendra juste après pour vous décrire comment fonctionnent ces 5 phases. Mais on a donc à chaque fois une ouverture pour accueillir les participants de la rétrospective, une phase de remontée d'infos qui est en fait la phase d'état des lieux, qui permet de se dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a bien, qu'est-ce qui a moins bien marché dans le projet, ou en tout cas dans la période écoulée. Ensuite vient une phase de génération d'idées. Là, on est plutôt dans une phase qui ressemble à un brainstorm en fait. On va essayer de générer un maximum d'idées pour faire mieux la prochaine fois. Et puis pour pas en rester au stade de la bonne idée, vient la phase de la décision d'action. Donc là, on va d'abord prioriser les idées qui nous paraissent les plus intéressantes et transformer ces idées en actions très concrètes. Et enfin, la 5e phase, qui est la phase de clôture, qui permet de sonder les participants pour savoir comment est-ce qu'ils ont vécu cette rétrospective. Donc ces 5 phases, on va essayer de les vivre cet après-midi. Une info complémentaire, c'est plutôt un outil qui se prête à un petit groupe, 10 à 12 participants, parce que tout simplement, c'est un outil qui va générer de l'expression dans un groupe. On veut récupérer un maximum d'infos dans l'équipe. Du coup, au-delà de 12 personnes, ça fait des formats qui sont très lourds. Pour vous donner une indication, une rétrospective, on compte plutôt 1h30 dans l'idée d'avoir un format qui puisse être réplicable, qu'on puisse répéter. Si c'est trop long, c'est difficile de faire plusieurs rétrospectives dans un projet. En termes d'exemples, de sujets auxquels se prête la rétrospective. L'idée, c'est d'analyser quelque chose qui s'est passé et décider de faire mieux pour la prochaine fois. Donc des projets comme une refonte d'un site web, par exemple, c'est super intéressant tout au long de la refonte de pouvoir faire le point sur là où on en est. Pareil dans l'organisation d'événements, on a 6 mois pour organiser un événement, plutôt que de tout organiser et de faire le bilan de l'événement
après qu'il ait eu lieu, on va faire des micro-bilans tout au long de son organisation. Voilà, tout ce qui sert à l'amélioration continue des services, c'est intéressant. Nous, dans notre équipe, par exemple, on fait des rétrospectives uniquement sur notre vie d'équipe toutes les 6 semaines et c'est, une amélioration continue de notre fonctionnement d'équipe. Voilà, ou encore une campagne de communication, enfin les sujets sont vraiment variés, c'est une méthode, presque tout terrain, je dirais. Alors, à quoi ça sert? Comme je vous l'ai dit, ça sert à débriefer d'un projet, et puis ça sert surtout à décider d'actions pour la suite, pour, faciliter, améliorer un fonctionnement dans un projet, dans une équipe. Dans la phase de remontée d'infos, c'est très intéressant parce que ça permet d'identifier, des inconforts, des difficultés dans une équipe et puis des points forts. Ça permet vraiment de souligner ce qui s'est bien passé, les forces d'un collectif dans un projet. Et puis, c'est un outil, comme je vous le disais, qui va chercher l'expression des participants. Donc c'est un moment privilégié pour discuter et puis pour favoriser l'écoute dans un groupe. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le détail des 5 phases de la rétrospective pour que vous puissiez vous approprier au mieux cette méthode. Et à certains moments, je vais vous demander de contribuer dans le chat, juste pour que vous puissiez sentir ce que peuvent faire les différentes phases avec des outils que je vais utiliser. Alors, l'ouverture, c'est, ce qu'on peut appeler aussi une météo. En tout cas, c'est le moment où on va accueillir les participants et l'objectif, c'est d'essayer de connaître leur état d'esprit ou leurs attentes. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, du visuel pour ce genre de phase en début de réunion, mais je vous ai mis ici un exemple qui sont les cartes du jeu Dixit, qui est un jeu très pratique, composé de 80 cartes et on étale ces 80 cartes sur la table et on pioche une carte pour décrire son état d'esprit. On peut le faire aussi avec des photos, réalistes et c'est ce qu'on va tester maintenant. C'est ce qu'on appelle le photolangage. Donc, je vous ai mis sur cette diapo un photolangage avec 21 photos et la question que je vous pose maintenant, c'est là, cet après-midi, dans ce live, il est 14h12, avec quoi arrivez-vous à ce live? Et je vais vous demander pour ça de choisir une photo et dans le chat de nous donner le numéro de la photo et éventuellement même une petite phrase pour dire pourquoi cette photo représente votre état d'esprit. Et en attendant du coup de recevoir les premières réponses, donc n'oubliez pas de le faire dans le chat. Ça y est, ça commence à arriver. Alors, on a Nathalie qui prend la numéro 5 et pour elle, c'est un nouveau regard. J'imagine, voilà. Oula, ça arrive. Carole nous dit la 2 pour la vitamine. Christine, le 21, pas d'issue aujourd'hui. J'essaye de voir où est la 21. D'accord. 5, Marie, les nouvelles infos. Suzanne, la 1, il fait beau, plein de vitamines. 13, Karine, elle m'a fait rire. Bon, bah, c'est super. En tout cas, vous avez, c'est top, vous participez bien. 13, il y a un chat d'or à côté de moi. Et il a de la Donc vous le voyez, une météo, c'est ouvert et c'est très varié en termes de réponses. Quelqu'un peut très bien partager, voilà, le fait que sa météo du jour est plutôt bonne. Quelqu'un peut dire que, non, pour elle, aujourd'hui, c'est plutôt nuageux, il y a pas d'issue, l'agenda est très chargé. Pour autant, ça veut pas dire que, elle est pas contente d'être là à cette réunion. Mais ça nous donne une information sur, où en est chaque personne, en fait et rien que de pouvoir déposer le fait que, aujourd'hui, c'est compliqué, ça permet de rentrer plus facilement ensuite dans un exercice où, l'objectif est de partager le plus possible. Voilà et puis on apprend aussi, des choses sur chacun, peut-être plus personnelles, le fait qu'on a son chat à côté de soi et cetera. Enfin, voilà, c'est un outil aussi qui va favoriser l'interconnaissance, même dans un groupe qui se connaît déjà bien ou qui peut travailler, ensemble au quotidien. Phase d'ouverture, donc, l'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer. Quand vous avez un Dixit, un photolangage sur une table, chacun s'empare d'une carte et décrit son état d'esprit. Ça fait ressortir un côté émotionnel et grâce à la carte, il y a quelque chose de très rythmé dans le tour de table, parce qu'en fait, souvent, on se limite à la description de la carte. Et l'idée, c'est que chaque personne, chaque participant puisse s'exprimer.
Après la phase d'ouverture, on arrive donc sur cette... N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en cours Oui. de route sur une des étapes, hein, vous avez l'onglet questions et on essaiera de répondre au maximum de ces questions. Voilà. Super, merci. Donc phase de remontée d'infos qui est la phase d'état des lieux en fait. Je vais prendre pour exemple l'organisation d'un événement. On a 6 mois pour organiser un événement et au bout d'1 mois, on fait notre première rétrospective. Donc ce qu'on va analyser, c'est tout ce qui s'est passé pendant ce mois écoulé sur le début de lancement de l'événement. Chaque partie prenante de cette organisation d'événement va pouvoir faire remonter à la fois ce qui s'est bien passé dans ce mois écoulé, qu'est-ce qui ne se passe pas bien et puis qu'est-ce qui pourrait être amélioré. On va souvent retrouver cette réflexion en 3 phases dans les outils de l'agilité, vous le verrez. Souvent donc on peut retrouver, j'ai mis des exemples d'outils, le bon qui sont des éléments qui sont bien passés, la brute, ce qui s'est mal passé et le truand, c'est ce qui a été flou ou ce qui pourrait être amélioré. Donc on a une réflexion en 3 phases. Il y a d'autres outils comme l'étoile de mer où on va dire, il nous aurait fallu plus de, il nous faut moins de, il faudrait arrêter de faire certaines choses, il faudrait commencer à intégrer des nouveaux partenaires dans le projet et il faut continuer à avoir un Slack privilégié pour l'organisation de l'événement, par exemple. Voilà, les outils pour faire remonter l'information sont très variés. On va essayer de se concentrer sur faire ressortir un maximum d'éléments dans l'équipe. Donc ce que je vous propose là, c'est de tester le bon, la brute et le truand. Donc imaginez-vous, vous êtes en train d'organiser un événement, ça fait 1 mois que l'équipe travaille. Qu'est-ce que vous mettez dans le bon? Qu'est-ce que vous mettez dans la brute, donc ce qui s'est moins bien passé? Et qu'est-ce que vous mettez dans le truand, donc ce qui est flou ou qui pourrait être amélioré? Pareil, je vous laisse contribuer dans le chat en nous indiquant le bon 2 points, la brute 2 points, le truand 2 points, juste pour avoir une idée de ce qui pourrait ressortir. Dans le cadre de l'organisation d'un événement. Hein. Ouais. Après 1 mois de travail. Alors, on a déjà des réponses. Alors, le bon, on a la date choisie, l'ambiance, la motivation d'équipe, la création. On a trouvé les intervenants. Dans la brute, on commence à avoir des exemples. Alors, Christine nous dit les freins liés, par exemple, au contexte de la crise sanitaire. Dans le truand, on a le calendrier. Donc, le côté plus incertitude lié au calendrier. La communication aussi, on a dans le truand. Ouais, mais on retrouve bien en effet les éléments qui remontent dans cette phase-là. En effet, l'ambiance, le concept, la motivation, le Covid comme élément négatif et le truand, typiquement le calendrier et la signalétique, c'est vraiment typique de ce qu'on peut retrouver dans cette phase-là dans les organisations d'événements. Donc voilà, c'est très libre, on ne se limite pas. En tant que facilitateur ou facilitatrice d'un moment de rétrospective, on prend tout et chaque personne fait sa remontée d'infos. Et ce qu'on évite, c'est que ça soit commenté par les autres, en fait. Là, c'est quelque chose de très libre en termes de prise de parole, et puis c'est des prises de parole individuelles. À partir de cette remontée d'infos, on peut passer à la phase suivante, qui est l'émergence d'idées. La remontée d'infos nous a permis de brosser un panorama de là où on en est sur notre organisation d'événements. Ça fait 1 mois. On sait qu'il y a des choses qui ont moins bien fonctionné, d'autres qui sont un peu floues. Et du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver des bonnes idées pour nous améliorer. Donc comme je l'ai dit, c'est la phase qui ressemble le plus à une phase de brainstorm. Donc tous les exercices de brainstorm que vous connaissez ou que vous pouvez trouver sur internet sont compatibles avec cette phase-là. L'objectif, c'est générer des idées sans se limiter. Pour l'instant, il n'y a pas de question de réalisme ou de limite et vraiment on génère un maximum de choses. Je vous ai mis quelques exemples d'outils que vous pouvez utiliser. Donc j'ai parlé du brainstorm. Le souvenir du futur est plutôt intéressant. C'est l'idée de se dire, on est le mois prochain. En fait, on se projette dans le futur et on va raconter les souvenirs que l'on a eus. Donc si notre événement il a lieu dans 6 mois, et ben on se projette dans 6 mois. L'événement a eu lieu, et ben on va raconter nos souvenirs.
Donc c'est plutôt un exercice de créativité. Et puis il y en a un qui est intéressant, qui est les vœux accordés. Là, l'idée, c'est qu'une bonne fée vous accorde plusieurs vœux. Quel serait l'idéal qui pourrait vous arriver pour améliorer ce projet? Et donc là, c'est pareil. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat. Vous êtes dans cette organisation d'événements, ça fait un mois qu'on travaille. Voilà, on a vu qu'il y a des choses qui bloquaient. Une bonne fée nous accorde plusieurs vœux. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans l'idéal? Je vous laisse contribuer là en quelques secondes. La fin de la pandémie, oui. On l'espère tous. La fin du Covid, oui. Alors, Un budget limité. Ouais. La com est prête à temps, une hausse du budget. Tout le monde a la même motivation pour travailler dans le même sens. Un vœu, c'est d'avoir des partenaires, des sponsors. La satisfaction des participants, une hausse du personnel. Ouais, super. Donc en effet, là, on s'autorise à rêver. L'idée, c'est de pouvoir évidemment répondre au maximum avec des vœux qui vont résoudre les blocages qui sont remontés dans la remontée d'infos. Pour favoriser cette concordance-là, quelquefois, ça peut être intéressant de prendre uniquement la colonne, par exemple, la brute et le truand que vous auriez fait en remontée d'infos, et en face de chaque idée, de chaque blocage, essayer d'y mettre un vœu pour résoudre. C'est ça qui va générer un maximum d'idées. Donc phase de contribution multiple, voilà, où on apporte un maximum ses idées. À la fin de cette phase-là, on arrive souvent avec une multitude de vœux, une multitude d'idées, et c'est là où ça va être très important de pouvoir prioriser. Pour ceux qui ont suivi le premier webinaire, j'ai parlé de la priorisation par points. Là, c'est vraiment un outil que vous pouvez mobiliser à cette phase-là. C'est-à-dire que vous distribuez un nombre de points par personne. Par exemple, chaque participant dispose de 7 points. Et l'idée, c'est de pouvoir aller répartir ces points sur les différentes idées. Chaque participant doit dépenser ces 7 points et il les dépense absolument comme il veut. Il peut mettre 7 points sur une seule idée parce que c'est l'idée du siècle, ou les dispatcher. Cette phase-là permet de faire du coup un vote de tendance, et on arrive avec des idées. L'idée, c'est de prendre les idées qui ont évidemment le plus de points. Et c'est là où se fait votre priorisation. Après cette micro-étape de priorisation, vous pouvez donc vous diriger vers la 4e étape de la rétrospective, qui est la décision d'action. Ce qui est très très important dans la philosophie agile, et particulièrement dans cette méthode de la rétrospective, c'est de décider d'actions qui sont très concrètes. Parce que sinon on risque de tomber dans la bonne idée qu'on mettra jamais en œuvre, ou la simple bonne résolution. Pour ça, on peut se servir de l'indicateur SMART, que vous avez certainement déjà croisé. C'est l'idée d'avoir une action qui est spécifique, qui va résoudre un problème donné, donc a priori un problème qui est survenu dans votre montée d'infos. Une action qui est mesurable, donc on a un indicateur où on sait si notre action va être un succès ou un échec. Critère extrêmement important, il faut que cette action soit acceptable. C'est-à-dire que je ne peux pas décider d'une action, la donner à Samantha, si Samantha n'accepte pas cette action dans le projet. Il faut qu'on trouve un accord. Il faut que cette action, évidemment, soit réalisable, donc qu'on définisse des moyens, un délai, des ressources, qui s'en occupe. Et puis cette action, elle est temporellement définie. Donc on sait quand est-ce qu'elle doit avoir lieu et quand est-ce qu'elle sera terminée. Et ça, c'est vraiment un exercice pas facile de passer d'un vœu, d'une bonne idée générée dans la phase précédente, à une action qui remplit tous ces critères finalement. Donc là, on laisse... le mieux, c'est que le groupe réfléchisse en petit groupe. Par exemple, on se met à 2 sur une idée qui a été priorisée et on essaye d'en faire une action SMART. Et à la fin, du coup, on revient tous en grand groupe si on a travaillé par exemple en binôme, et puis on se partage les actions les plus smart possibles. Si jamais elles ne sont pas assez concrètes, et ben le groupe, les participants peuvent se challenger entre eux pour essayer de faire préciser au maximum le qui, le quoi, le quand sur chacune des actions. Et ça, c'est vraiment fondamental de ressortir avec des choses concrètes, parce que
Sinon, on sait qu'il y a le risque que ça tombe aux oubliettes. Donc là, vous avez fait la plus grosse partie de la rétrospective, et il reste uniquement la phase de clôture, qui, comme pour l'ouverture, est un moment pour sonder le groupe, sonder l'état d'esprit des participants. Donc, vous pouvez vous servir d'un visuel, comme j'en ai parlé au tout début, le Dixit, le photo-langage, ou juste faire un tour de table en demandant, voilà, après cette rétrospective, avec quoi vous repartez. Donc là, pareil, je vais vous proposer de contribuer dans le chat. Vous venez d'avoir 20 minutes de description de la méthodologie rétrospective. Avec quoi repartez-vous? Pareil, hein, utilisez bien l'onglet chat et après, promis, on a du temps pour répondre à toutes vos questions. Alors, une méthode, Laurence, l'envie de le faire connaître et appliquer à ma structure, des questions, l'envie, des étapes à suivre, des envies de réorganisation, envie d'expérimenter, de la méthodo. Super. Des idées, aller au-delà des bonnes résolutions. Eh ben, stop. Super. Merci beaucoup pour cette contribution. Donc, vous le voyez, comme en ouverture, une prise de parole par personne. Si vous êtes en présentiel et même en visio, vous donnez la parole à chaque participant. Une prise de parole plutôt libre pour juste connaître leur état d'esprit. Et donc là, vous êtes à la fin de votre rétrospective. Est-ce qu'on prend un temps de questions maintenant avant que j'avance peut-être? Je pense que ça peut être bien parce qu'il y a eu pas mal de questions. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez encore des questions, à les formuler sur l'onglet questions. Si vous en voyez aussi qui vous intéressent, vous pouvez les liker. Hein. Vous avez un petit triangle à droite de chaque question. Ça sera plus simple pour nous. Alors, on a une question très pratico-pratique. Tu disais au début que la rétrospective, c'est à peu près 1 heure et demie. Quel temps accorder à chaque phase? De façon plus approximative, bien sûr. Hein. Ouais, très, très bonne question. Évidemment, ça va dépendre de la taille de votre groupe et de l'enjeu qu'il y a. Cependant, je peux quand même vous donner des canevas un peu indicatifs. Je dirais ouverture, clôture, une dizaine de minutes. En général, on compte 1 minute de prise de parole par personne pour ces phases-là. Et pour les autres phases, je les ferai varier entre 15 et 30 minutes. Je dirais que s'il y a un fort besoin d'expression dans un groupe, je vais mettre plus de temps sur la remontée d'infos, si je sens qu'il y a des choses à aller creuser. Et si je suis dans une rétrospective très opérationnelle, que je sais qu'il y en a toutes les 2 semaines par exemple, je vais laisser moins de temps sur la remontée d'infos puisque je sais qu'il y aura sûrement moins de choses et laisser plus de temps à l'émergence d'idées et à la décision d'action. On a une question de Marie. Quel outil numérique peut-on utiliser dans le cas d'une réunion à distance où on peut notamment faire le vote par points? Eh bien, moi, celui que j'utilise le plus, c'est Padlet. Donc sur Padlet, vous avez vos colonnes et ça fonctionne exactement comme des post-it numériques. Donc chaque carte serait l'équivalent d'un post-it et vous avez une option vote sur Padlet. Donc les participants peuvent mettre des points sur les différentes cartes. Je trouve que ça s'y prête très bien et alors la rétrospective en visio, je trouve fonctionne très bien parce que vous l'avez vu, c'est des étapes qui sont vraiment définies avec un objectif précis. Et puis pour faire contribuer vos participants, Miro, Klaxoon, Padlet sont vraiment des outils qui vous permettront d'avoir quelque chose d'équivalent au présentiel. D'ailleurs, on a fait, il y a quelques jours, on a publié sur le site de Trajectoire une boîte à outils pour mieux collaborer et travailler à distance. Je vous le mets directement dans le chat. Comme ça, voilà, on a recensé plusieurs outils gratuits et payants qui peuvent vous aider pour travailler à distance et collaborer notamment. On a une question, Alban. À un endroit ressources, on peut trouver des infos sur toutes ces méthodes, tous ces outils que tu nous as présentés?
Oui, alors, il y a 2 sites, que je vous conseille. Le premier, c'est la boîte à outils spéciale rétrospective qui s'appelle Rétromat. Je peux mettre le lien si tu veux, Ouais, ouais, Samantha? je vais trouver. Alors, Rétromat. Et le deuxième, qui n'est pas spécialement dédié aux outils agiles, mais qui est une boîte à outils qui est très intéressante, c'est Commune Agir. Pareil, je vais vous mettre le lien. Alors voici Rétromat et Commune Agir. Donc vous avez, voilà, on vous les met dans le chat, hein. Ouais. Commune Agir, c'est un site québécois qui est une boîte à outils de tous les outils d'inspiration d'intelligence collective qui sont classés par objectif d'outils. Donc c'est très intéressant. On a beaucoup de questions, hein, qui arrivent. Une question de Colline qui demande comment on peut réussir à intégrer des personnes et faire adhérer collectivement à une démarche agile comme la rétrospective. C'est une question qui se pose régulièrement quand on apporte des nouveaux outils. Je pense que pour amener un outil comme ça dans une équipe, il faut être un petit peu convaincu du résultat et être en capacité de dire comment ça va se passer et où est-ce que vous emmenez le groupe. Et en général, ces éléments-là suffisent. Et si en plus on est d'accord qu'on a envie d'améliorer des choses en commun, il n'y a pas de raison que ça résiste. Après, c'est votre aisance, vous, à faciliter l'outil. Ça me permet aussi de vous dire que dans la rétrospective, vraiment dans la philosophie agile pure, le client pour qui on travaille est intégré au moment de rétrospective. Parce que, au lieu de produire, de livrer le produit fini au client et d'avoir son retour, qui, d'ailleurs, peut-être que son besoin aura évolué entre-temps, peut-être que, en fait, c'était pas exactement ça qu'il voulait, qu'il a cheminé. Et bien, pour éviter cet écueil-là, dans la philosophie agile, on intègre le client absolument tout le temps dans les étapes de conception et notamment dans les phases de rétrospective où on lui donne lui aussi l'opportunité de s'exprimer, en fait. Et ça, c'est vraiment une manière d'envisager la gestion de projet qui, je trouve, apporte un autre éclairage et permet de vraiment s'adapter aux besoins du client. Une nouvelle question, je regarde bien le timing pour qu'on soit bien à l'heure, de Marie qui demande comment rebondir entre l'ouverture avec la météo du jour, le choix des cartes et la phase 2, parce que la liaison, selon en tout cas comment se passe la météo et les infos qui en ressortent, c'est pas forcément évident d'enchaîner direct par une remontée d'infos. Alors, en effet, si vous avez une météo au beau fixe pour l'ensemble de vos participants, c'est très facile d'enchaîner. Le tour de table se fait. Vous pouvez clôturer le tour de table. Ça permet aussi de prendre votre place en tant que facilitatrice, par exemple, et puis vous enchaînez sur la suite. Ça, a priori, ça se passe assez bien. Après, il y a le scénario où certaines personnes ont une météo un peu lourde, mais qui n'est pas du tout liée au moment que vous allez vivre. Typiquement, juste, j'ai beaucoup de dossiers en tête, j'étais dans les bouchons avant d'arriver. Bon, bah là, vous pouvez aussi enchaîner assez facilement. La personne a déposé ce qu'elle voulait dire, mais ça ne la bloque pas pour l'exercice. Et puis, il y a le scénario où quelqu'un livre une météo et vous comprenez que ça va être compliqué pour cette personne de rentrer dans l'exercice. Soit vous prenez du temps au moment de la météo pour lui demander si elle veut en dire plus. Mais dans ces cas-là, vous faites vraiment ce choix-là de lui accorder du temps de parole, quitte à réduire le reste de la rétrospective. Soit vous pouvez lui proposer de, si elle a vraiment des choses à faire remonter dans le projet et que c'est pour ça qu'elle est en colère ou déçue ou frustrée, et ben la phase de remontée d'infos est là pour ça. Une dernière question, puis après on reviendra à tes slides, mais on essaiera de trouver un peu de temps aussi pour répondre. Alors peut-être pas à toutes les questions, mais en tout cas à celles qui ont le plus de votes. Une question de Estelle. Pour une première rétrospective, est-il conseillé d'envoyer les questions en amont aux participants pour qu'ils aient le temps de mûrir leurs réponses, leurs réflexions? Non, vraiment dans les outils agiles, la philosophie, c'est la spontanéité et ce qui est vivant à un moment précis. Par contre, j'ai certains collègues facilitateurs qui donnent le déroulé en début de rétrospective pour que chaque participant ait le déroulé et les consignes sous les yeux. Notamment en visio, ça peut être aussi utile de partager les consignes, mais ça se fait vraiment au commencement de la rétrospective. Ok.
Eh ben, je te laisse continuer, puis on essaiera, voilà, si on a un petit peu de temps à la fin, de répondre aux autres questions. Ok, merci. Donc voilà, je vous ai décrit les 5 étapes pour mener à bien cette rétrospective. Je voulais insister aussi sur les conditions de réussite. Je dirais que le premier point, qui n'est pas là dans la liste, mais c'est d'avoir un objet commun à identifier. Il faut que les personnes qui sont là autour de la table soient bien en contribution sur le même objet. L'objet, ça peut être la vie d'équipe en tant que telle, mais par exemple, d'avoir des gens qui n'auraient pas le même objet à analyser, il n'y a pas d'intérêt à faire une rétrospective là-dessus. Dans ces cas-là, c'est une autre méthode d'animation. Donc un objet commun, une équipe, comme je disais, soit une équipe dans une organisation, soit une équipe projet avec différents partenaires. Une durée précise sur laquelle analyser la période de temps. Comme je voulais, dans mon exemple tout à l'heure, on a analysé, on s'est mis dans la peau de, ça fait 1 mois qu'on travaille, on analyse une période de 1 mois. Je vous le disais, dans mon équipe, nous on fait des rétrospectives toutes les 6 semaines. On sait qu'on va analyser les 6 dernières semaines passées ensemble. Donc ça, c'est très important de borner temporellement la période que vous analysez avec le groupe. Un élément fondamental, c'est la régularité. Certes, la rétrospective permet de débriefer, il y a cet effet bilan, mais c'est intéressant de faire une rétrospective quand il y a une suite. Si c'est juste clôturé, dans ces cas-là, c'est un bilan, c'est pas une rétrospective. L'idée, c'est vraiment faire le point pour s'améliorer ensuite. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une autre rétrospective ou une autre occasion de pouvoir mettre en œuvre les actions qu'on va décider dans la phase 4. Et donc c'est la régularité qui permet à la fois le fait que les participants s'approprient la méthode et qui permet l'amélioration continue, bien sûr. Et puis, point fondamental, il faut quelqu'un pour faciliter la rétrospective. Alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir un facilitateur qui n'est pas engagé dans le projet, pour le coup, pour avoir plus de neutralité, mais quelquefois c'est pas possible. Donc on est à la fois partie prenante du projet et facilitateur ou facilitatrice. Et dans ces cas-là, il faut réussir à jongler, à la fois cadrer, donner les consignes et puis faire remonter soi-même ses propres infos, ses propres idées. Mais en tout cas, c'est vraiment fondamental qu'il y ait quelqu'un pour ça. Ça peut être toujours la même personne, ça peut être le lead du projet ou quelqu'un qui est élu à chaque fois facilitateur, par exemple. Voilà pour les conditions de réussite. Et puis, je voulais vous parler de 3 outils complémentaires à la rétrospective. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de les creuser là, mais je vous l'ai dit quand même. Dans l'idée de l'itération, de l'amélioration continue en agilité, normalement, on commence par un sprint planning. Globalement, c'est une to-do list géante avec toute l'équipe de qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour organiser notre événement. Ce sprint planning va nous permettre de classer, d'avoir une to-do list et on sait que dans 1 mois, on a une rétrospective. Et donc, après la rétrospective, on décide d'action et on regarde le sprint planning, on regarde ce qui a été fait. Et donc, ça permet ce travail par itération. La rétrospective, elle a lieu tous les mois ou toutes les 6 semaines. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer au quotidien. Donc, il y a un outil qui peut être très intéressant, c'est la mêlée. Donc, tous les jours, on fait un point sur qu'est-ce qu'on a terminé et qu'est-ce qu'on va commencer dans le projet. Ça permet la synchronisation d'équipe et c'est très puissant comme outil. Ça dure 1/4 d'heure, c'est debout et c'est vraiment, vraiment vital dans certaines équipes. Et puis, comme je vous le disais, il y a cette idée d'avoir un tableau en choses à faire, donc votre to-do qui correspond au sprint planning, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est terminé. Et d'avoir un tableau partagé, alors soit dans votre bureau, vraiment sur un tableau blanc, soit dans un tableau de Trello, par exemple, vous permet de suivre en continu tout ce qui est terminé, tout ce que vous pouvez déjà livrer à votre client, tout ce qui est en cours et tout ce qui n'a pas encore été fait. Voilà, 3 outils qui vont venir qui viennent en accord avec la rétrospective. Alors, est-ce qu'on a alors on a une question de Alban. Quel recul sur la capacité d'arriver à caser ce temps dans les équipes à flux tendu? C'est vrai que cette question du temps, quand on est toujours dans le rush, pouvoir se dégager 1 heure et demie, comment on peut l'envisager et est-ce que ça apporte vraiment quelque chose à notre gestion de projet? Ouais. Alors l'idée, c'est d'avoir
En fait, c'est un temps de réunion comme un autre. L'idée, c'est qu'il remplace des temps de réunion, de bilan ou de synchronisation, mais d'y apporter cette méthodologie-là. Donc en fait, si c'est prévu en amont, tout ce qui peut s'appeler dans un projet un copil, un codir, et cetera, l'idée, c'est de pas prendre du temps en plus, mais c'est de transformer vos espaces, de synchronisation actuels avec la méthode de la rétrospective. Et puis après, c'est comme tout, quand on a envie de dédier du temps à ces méthodologies-là, ce temps, il se prend. Et puis, je pense que l'enjeu de la régularité permet de dimensionner la durée de la rétrospective. Je m'explique. Si vous faites des rétrospectives très espacées, 1 heure et demie, ça sera à peine suffisant. Si vous faites, des rétrospectives beaucoup plus rapprochées, avec une petite équipe, peut-être que 1 heure et quart suffit. En tout cas, c'est l'idée de, vraiment vous approprier cette méthodo pour, vous en servir dans vos espaces de réunion actuels, pas forcément que ça vienne en plus. OK, je regarde si on a d'autres questions, auxquelles on n'a pas répondu. On a une question, alors je suis pas sûre de bien comprendre, alors, j'ai perdu la question. C'est une question de Aude. J'imagine c'est pour la rétrospective. Est-ce qu'il faut choisir un seul sujet ou plusieurs sujets issus de la phase précédente? Ah oui, dans la phase émergence d'idées, est-ce qu'il faut orienter un seul sujet ou ça peut vraiment balayer tous les sujets? Peut-être dans le cadre, par exemple, si on est dans le cadre de l'organisation d'un événement, est-ce qu'on centre déjà le sujet de l'émergence d'idées ou pas? Non, pas forcément. Vraiment, l'ambition, c'est de lever tous les blocages qui sont remontés dans la phase de remontée d'infos. Donc, la génération d'idées se fait sur l'ensemble des points négatifs ou des points flous qui ont été remontés. Ok. Après, si vraiment c'est trop large et que c'est tous azimuts, j'ai parlé de la priorisation par points tout à l'heure entre la phase idée-action. Vous pouvez aussi choisir de faire une priorisation entre la phase remontée d'infos et générer des idées. En effet, si vous sentez qu'il y a besoin de recentrer un peu les énergies et de concentrer les bonnes idées sur quelque chose, vous pouvez refaire un point là et comme ça vous fera ressortir les points de blocage qui sont les plus importants et sur lesquels il faut mettre l'énergie dans le brainstorm. Okay. Je vais rajouter moi ma propre question. Oui. Est-ce que si on a par exemple peu de temps, est-ce qu'on peut enlever la partie ouverture et conclusion, l'inclusion, déclusion? Moi, je vous conseille pas parce que c'est en fait aussi des moments précieux en termes de remontée d'infos. Et que de faire remonter parfois un peu d'émotionnel ou juste de savoir dans quel état d'esprit sont les gens, c'est aussi une grille de lecture, c'est aussi des signaux. Donc, si vous êtes lead du projet et que vous animez la rétro, ne vous coupez pas de cette mine d'informations. Après, on peut faire des rétros vraiment très rapides, comme je le disais. Si on est vraiment sur un objet défini et sur des rétros très régulières, ça peut, vous pouvez décider d'avoir un timing très soutenu. Pour vous donner un exemple, dans mon équipe, quand on répond à des appels d'offres, à la fin d'une journée, on se fait une micro rétrospective juste pour savoir, qu'est-ce qui est terminé, qu'est-ce qui n'est pas clair et du coup, comment on fait pour mieux avancer, demain. C'est l'idée de ce travail en itération en permanence. On fait, on débrief, on décide d'action pour la suite, on fait, on débrief, on décide d'action pour la suite et c'est cette boucle-là qui permet d'avancer. Allez, une dernière question, après on va enchaîner puisqu'il est déjà l'heure. Le sprint planning est-il bien établi préalablement à la rétrospective, puis ajusté régulièrement ensuite au fil de la méthode? Exactement, exactement. Une fois que vous avez fait vous faites votre sprint planning, le temps s'écoule et là, c'est le moment de la rétro, c'est le moment de regarder qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Et ça va remonter aussi dans la phase de remontée d'infos. Donc ouais, c'est ça. Super. Eh bien, je te laisse enchaîner avec le sondage, il me semble.
Voilà, dernier sondage, juste pour savoir voilà, si cette méthode vous a parlé, peut-être moins parlé, si elle vous donne envie de l'expérimenter. Donc, vous pouvez vous rendre dans l'onglet sondage. Voilà, pareil. Ah bah, c'est plutôt positif. On a 64% qui disent ça me donne envie de proposer la rétrospective à mon équipe. Bon, bah super. Bon, bah, top. Enthousiasmant. Merci beaucoup. Super. Et ben, merci encore Jeanne pour ce nouvel atelier. Donc je rappelle, l'atelier est enregistré, donc vous aurez le replay tout de suite après. Il sera disponible sur le site de Trajectoire. Je vais vous mettre également le document, la présentation qui est téléchargeable. Et puis, pour ceux qui veulent continuer cette série d'ateliers de 45 minutes, donc le prochain rendez-vous, c'est le 26 novembre et on sera sur la thématique de prioriser ces tâches même urgentes. Et le dernier atelier de cette série, c'est sur la communication et le flux d'informations avec zéro mail interne. On espère en tout cas que cet atelier vous a été utile. Super. Ben, merci beaucoup pour vos retours. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et puis, bah, du coup, on se retrouve très vite pour un atelier. Vous pouvez également suivre notre actualité de Trajectoire sur Facebook et LinkedIn et vous inscrire à la newsletter également. Eh bien, bonne journée. Et puis, bah, voilà, le chat de Didier dort toujours, donc il n'a pas été perturbé. Parfait. Merci à vous. Merci de votre participation. Merci et à bientôt.